Après 10 ans passés à se moquer de ma vie de garagiste, mon frère, l'enfant chéri de la famille, a débarqué transi de froid devant ma villa au bord du lac, avec un seul sac. C'est alors que j'ai découvert l'email que nos parents lui avaient envoyé, au sujet de la saisie de ma maison. Avez-vous déjà entendu prononcer votre propre nom, comme s'il n'était qu'une simple note de bas de page? Du genre, oh, oui, Jordan aussi. Ou bien, il est toujours dans le coin. J'imagine que ça résume toute mon enfance. Si vous feuilletiez nos albums de famille, ces vieux classeurs poussiéreux que ma mère conservait encore, parce qu'elle croyait que le stockage numérique était une sorte de piège du gouvernement, vous remarqueriez le schéma immédiatement. Chaque page était un sanctuaire, dédié à mon frère aîné, Evan. Bébé Evan sur le lit d'hôpital. La première dent d'Evan. La deuxième dent d'Evan. Evan remportant le concours d'orthographe de CE1 avec le mot xylophone. Et même s'il l'avait éplé avec un Z, tout le monde s'en fichait. Ils l'ont applaudi quand même. Et puis il y avait moi. J'apparaissais une seule fois, sur une photo floue de Thanksgiving, sur le côté, à moitié en train de cligner des yeux. J'étais recadré de façon si agressive, qu'on aurait dit que j'avais accidentellement ruiné la photo de mon propre dîner de famille. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que je n'étais jamais vraiment né. J'avais juste matérialisé un jour, avec un sac à dos, et un léger problème de ressentiment. Evan était l'enfant en or. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Lorsqu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, mes parents ont acheté des ballons dorés, qui appelaient EVAN. Pas de félicitations, pas de bien joué. Juste son prénom, flottant au-dessus du salon, comme un décret royal. Quand moi j'ai obtenu mon diplôme, ils m'ont dit qu'ils étaient fiers aussi, avec le même ton que les gens utilisent quand ils se souviennent d'arroser une plante avant de partir en vacances. Au moment où nous avons atteint la vingtaine, cette dynamique s'était figée en quelque chose de permanent, et de laid. Evan incarnait la réussite. Evan était charismatique, charmant, le golden retriever de la famille. Le genre de personne qui pouvait renverser de la soupe sur quelqu'un, et recevoir quand même des compliments pour son énergie excentrique. Il a étudié la finance, bien sûr. Il a décroché un poste de consultant très confortable, dès sa sortie de l'université, bien sûr. Et une fois par an, réglé comme une horloge, il m'appelait et me disait quelque chose comme « Tu bosses toujours dans ce garage ?» ou je ne sais quoi. C'est un atelier de préparation, je le corrigeais. Il riait et répondait « C'est ça, c'est ça. » Des vidanges de luxe. Je suis ravi pour toi. Je travaillais dans l'audio automobile, les installations haut de gamme, les intérieurs sur mesure. Les gens m'amenaient leur Porsche, leur classe G, leur restauration complète, et leur voiture de collection, parce qu'ils ne faisaient confiance à personne d'autre pour y toucher. Mon entreprise n'avait pas besoin d'une enseigne lumineuse. Elle avait une réputation. J'avais bâti cette réputation avec mes mains, mes oreilles, et des années de travail acharné. Personne dans ma famille ne s'en souciait assez pour le comprendre. J'en tirais une certaine fierté. Mais pour Evan, je n'étais qu'un mécanicien glorifié avec un abonnement Spotify. J'aurais dû m'y habituer. Les commentaires narquois, les blagues pendant les fêtes. La façon dont ma mère disait toujours aux gens, Evan est dans la finance, et Jordan. Eh bien, Jordan travaille avec ses mains. Comme si j'étais un forgeron dans une foire médiévale, et non un chef d'entreprise dont les clients prenaient l'avion depuis d'autres États. Pourtant, il y a une limite au nombre de fois où l'on peut être réduit à la risée de la famille, avant que quelque chose en vous ne devienne silencieux. La dernière fois que je les ai tous vus ensemble, c'était à Noël, il y a 10 ans. Evan venait d'acheter un Pantouse. Correction, nos parents lui avaient prêté un demi-million, pour qu'il puisse acheter un Pantouse. Et il les avait remerciés, en leur offrant des verres à vin gravés sur mesure, sur lesquels on pouvait lire « Fiers parents du génie de la finance ». Ils ont ri, comme si c'était la chose la plus drôle qu'on ait jamais imprimée sur du cristal. Ensuite, ils ont ouvert mon cadeau. C'était une enceinte Bluetooth, que j'avais réglée et fabriquée moi-même. Elle avait un boîtier en noyer enveloppé de cuir, conçu pour s'accorder avec la décoration de leur maison. J'y avais passé des semaines. Ma mère a souri poliment, a penché la tête, et a dit « Oh, mon chéri, cela aurait été parfait il y a 5 ans. » Je suis parti avant le dessert. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène, qu'ils auraient pu plus tard utiliser contre moi. J'ai juste mis mon manteau, fait un signe de tête à ma grand-mère,
je suis sorti, et j'ai conduit jusque chez moi en silence. Ce fut le dernier événement familial auquel j'ai assisté. Les gens disent que le succès est la meilleure des vengeances. Je dis que le silence fonctionne encore mieux. Après ce Noël, j'ai arrêté d'appeler. J'ai arrêté d'envoyer des textos. J'ai arrêté de faire semblant que la conversation de groupe annuelle pour Joyeux Noël signifiait quoi que ce soit. J'ai arrêté de me présenter, pour y être ignoré en personne. Et puis je me suis mis au travail. J'ai agrandi l'atelier. J'ai acheté un deuxième pont élévateur. Je me suis associé à un designer, spécialisé dans les intérieurs sur mesure. Nous avons fait la une des journaux locaux une fois, pour la préparation d'une Ferrari commandée par une ancienne star de la NFL. Ensuite, la nouvelle s'est répandue. Les clients ont commencé à affluer. Le bouche à oreille est devenu notre parole d'évangile. Et j'ai cessé de me soucier de savoir si Evan pensait que je méritais d'être mentionné au dîner. Il y a 5 ans, j'ai acheté une villa au bord du lac. Elle n'était pas immense, mais elle était propre, moderne, et calme. Avec un plancher chauffant, d'immenses baies vitrées, et une vue qui transformait les tempêtes de neige en œuvres d'art. C'est devenu mon refuge, mon bouton de réinitialisation. Ma preuve que je pouvais me construire une vie, que personne dans ma famille n'avait à approuver. Personne dans ma famille ne savait même que j'avais déménagé. Ils n'ont jamais demandé, et je ne le leur ai jamais dit. Puis vint samedi dernier. Nous étions à la mi-janvier, et il faisait assez froid pour geler les poils de votre nez, à la seconde où vous mettiez le pied dehors. J'étais en peignoir, sirotant un espresso au coin du feu, en lisant un roman policier. Bruno, mon corneau de 30 kilos, qui se prenait pour un chien de salon, était roulé en boule contre moi, comme un sac de sable poilu. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte. Au début, j'ai ignoré. J'ai supposé que c'était une livraison. J'avais commandé du matériel de soudure et du câblage de rechange la veille au soir, et les livraisons hivernales autour du lac étaient toujours un peu aléatoires. Mais ensuite, les coups se sont transformés en un véritable martèlement. J'ai posé mon livre, je me suis levé, et j'ai ouvert la porte. Et il était là. Evan. Mon frère, debout sur mon porche, tel un stagiaire UPS perdu. Ses cheveux autrefois parfaits, étaient balayés par le vent. Ses joues étaient rougies par le froid. Sa veste était trop fine pour la météo. Un sac de voyage reposait à ses pieds, déchiré au niveau de la poignée. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de descendre d'un bus Greyhound, et s'était égaré dans la mauvaise vie. Il m'a regardé, et a prononcé mon nom comme s'il avait un goût étrange dans sa bouche. J'ai cligné des yeux une fois, puis j'ai souri poliment, et j'ai dit, « Excusez-moi, êtes-vous le coursier ? Vous avez l'air un peu perdu. » Son visage s'est décomposé. Je n'ai pas bougé. Derrière moi, Bruno a émis un grognement sourd et méfiant. Evan a baissé les yeux vers son sac, puis de nouveau vers moi. « On peut parler ? » ?»« Ça dépend, » ai-je répondu. « Es-tu ici pour te moquer à nouveau de mon garage, ou as-tu finalement fait exploser ta vie dorée, et décidé que le frère bizarre pourrait être utile ? » Il a tressailli comme si je l'avais giflé. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipité pour adoucir le coup. La dernière fois que j'avais vu Evan manquer d'assurance, nous avions 12 ans. Il avait essayé de tricher à un contrôle de maths au collège, s'était fait prendre, avait accusé une application de calculatrice défaillante, puis avait pleuré si fort, que la professeure lui avait donné un mouchoir, et l'avait félicité pour son courage d'avoir avoué. C'était ça, la norme de notre famille. Evan faisait une erreur, et le monde se pliait en 4 pour l'excuser. Alors, quand je l'ai vu debout sur mon porche, son souffle formant de la buée dans le froid, le sac de voyage à ses pieds, ressemblant à un trader de Wall Street qui venait d'être jeté de son propre yacht, mon cerveau a bloqué. C'était l'homme qui m'avait dit un jour, l'immobilier, c'est pour ceux qui ont échoué en bourse. C'était l'homme qui avait commenté sous un article local parlant de mon entreprise, pas mal pour un gars qui avait l'habitude de coller des haut-parleurs dans des boîtes de céréales. Et maintenant, il tremblait comme un raton laveur dans une soufflerie. Il a répété mon prénom, la voix tendue. « Je peux entrer ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé. Sa veste de créateur hors de prix était trempée. Ses chaussures étaient faites pour les trottoirs de la ville, pas pour la neige des montagnes. Son sac de voyage avait l'air d'avoir été trop rempli, et pas assez aimé. Ce n'était pas une visite. C'était un effondrement. Bruno a reniflé l'air derrière moi,
et a soufflé, visiblement peu impressionné. Je me suis écarté et j'ai dit, entre avant de te geler complètement, et de ne plus servir à rien. Evan est entré, comme s'il s'attendait à ce que le sol le rejette. Il se tenait maladroitement dans l'entrée, dégoulinant sur le parquet. Ses yeux parcouraient l'espace, observant l'agencement ouvert, la cheminée en pierre, le système audio sur mesure dissimulé dans les moulures du plafond. Il n'a rien dit, mais je l'ai vu sur son visage. Il n'avait aucune idée que j'avais construit quelque chose d'aussi beau. Je lui ai tendu une serviette sans un mot. Il a enlevé ses chaussures et a marmonné, « Merci ». Nous nous sommes assis dans le salon, un lourd silence s'étirant entre nous. Je sirotais mon café. Il le regardait comme si c'était une bouée de sauvetage. Je lui ai demandé s'il en voulait un. Il a hoché la tête. Et pour une fois, il n'a pas fait de blague, sur le fait qu'il était prétentieux de moudre mes propres grains chaque matin. Un progrès, j'imagine. Autour du café, le barrage a finalement cédé. J'ai tout perdu, a-t-il lâché. Je n'ai rien dit. Il a cligné des yeux rapidement, comme s'il n'arrivait pas à croire que je ne lui jetais pas immédiatement une bouée de sauvetage. Puis il a continué. Il m'a raconté qu'il avait été licencié, 6 mois plus tôt. Le fonds spéculatif avait fait faillite, après une série de mauvaises décisions. Il avait essayé de travailler en freelance. Il avait dilapidé ses économies. Son bail s'était terminé la semaine précédente, et nos parents étaient en Europe pour un mariage. J'ai demandé, lequel? Il a cligné des yeux. Est-ce que ça a de l'importance? J'ai haussé les épaules. Je me demande juste, qui reçoit le toast en or maintenant? Il a détourné le regard. Apparemment, maman et papa n'avaient pas répondu quand il a appelé. Cela l'avait peut-être surpris encore plus que la perte de son emploi. Moi, ça ne m'a pas surpris. J'avais vu venir ce schéma depuis des années. Evan avait bâti toute son identité sur le fait d'être intouchable. Il était le fils préféré, celui qui gagnait le plus, celui qui avait une carte de visite plus luxueuse que son diplôme. Mais quand vous construisez votre vie sur un piédestal, une seule fissure peut faire s'effondrer l'ensemble. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-il marmonné. J'ai remué mon café et j'ai dit, tu te souviens quand j'ai demandé à squatter chez toi, après que mon bail a été annulé en 2009. Il a levé brusquement les yeux. J'ai continué, tu m'as dit que ton appartement était trop minimaliste pour recevoir des invités. Il a dégluti. J'ai été un connard. Tu étais une marque. Il a grimacé. Je mérite ça. J'ai pris une autre gorgée. Tu mérites plus que ça, en réalité. Pendant 1 minute, il est resté assis silencieusement, comme s'il voulait se disputer. Puis il s'est enfoncé plus profondément dans le canapé. J'avais tort sur beaucoup de choses, a-t-il avoué. Sur toi. Sur tout ça. Il a désigné vaguement la villa d'un geste. Je pensais que tu n'y arriverais jamais. Pas sans relation. J'ai haussé un sourcil. Parce que les systèmes audio nécessitent le soutien d'un fonds spéculatif? Il a presque souri. Presque. Puis il a dit, tu as toujours été meilleur que moi pour construire des choses. Je ne voulais juste pas l'admettre. Cette phrase a eu un effet différent. L'Evan que je connaissais n'aurait jamais admis ses torts, même si on l'avait filmé avec une arme fumante, et des aveux manuscrits. Pourtant, 10 ans de moquerie ne s'effacent pas avec de simples excuses, prononcées à moitié gelées. Il a terminé son café en silence, puis a relevé les yeux. Est-ce que je pourrais rester juste quelques nuits, le temps de trouver une solution? Je me suis adossé, et je l'ai dévisagé pendant un long moment. Ça dépend. J'ai souri. Ça te dérange de dormir dans le garage? À son crédit, Evan n'a pas protesté. Il ne s'est pas moqué. Il n'a pas fait semblant d'être offensé. Il a juste hoché lentement la tête et a dit, c'est de bonne guerre. C'est là que j'ai su que la situation était vraiment critique. L'ancien Evan aurait ri, et aurait dit, t'es sérieux? Ou bien, allez, mec. Je ne suis pas une batterie de voiture. Cet Evan-là, s'est contenté de me suivre jusqu'au garage. Et quand je dis garage, je ne parle pas d'une cabane poussiéreuse tachée d'huile, avec une ampoule qui pendouille, et un frigo rouillé de 2003. Je parle de mon garage. Plancher chauffant, panneau en mousse acoustique, thermostat intelligent. Un canapé en cuir dans un coin, pour les consultations avec les clients, ou les siestes après les longues réparations.
Un écran plat au mur. Un mini frigo rempli de boissons énergisantes et d'eau gazeuse. Un lit escamotable que j'avais installé l'année précédente, pour les nuits de travail tardives. Concrètement, le garage était plus agréable que le premier appartement de la plupart des gens. Evan a regardé autour de lui, et a laissé échapper un petit rire sans joie. Tu as vraiment transformé cet endroit. Je lui ai lancé une serviette propre et j'ai dit, les douches sont au fond. Essaie de ne pas pleurer trop fort dedans. Les voisins vont croire que j'ai adopté un musicien dépressif. Cela lui a arraché le premier vrai sourire en coin, que je lui avais vu depuis des années. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par un son étrange. Le silence. Pas de moulin à espresso, pas de bruit de pas de Bruno, pas de musique Spotify lointaine venant du garage. J'ai trouvé Evan dehors, en train de déblayer l'allée. Mal. Très mal. On aurait dit qu'un raton laveur avait essayé de se battre contre la neige pour la soumettre. Je suis resté là, ma tasse de café fumante à la main, et j'ai demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» J'aide, a-t-il répondu, en essuyant la sueur de son front avec une manche, qui n'était définitivement pas conçue pour le travail manuel. Tu as raté la moitié des marches. J'y vais à mon rythme. Tu y vas à ton rythme, ou tu fais semblant d'être utile pour justifier ton loyer gratuit. Il a lâché la pelle, et s'est appuyé dessus, comme un bûcheron fatigué dans une publicité pour shampoing. Pourquoi as-tu toujours une réplique toute prête? Pourquoi me tends-tu des perches aussi facilement? Un autre sourire en coin. Celui-ci a presque atteint ses yeux. Nous sommes restés là un instant, les flocons de neige virevoltant autour de nous, notre souffle embuant l'air. Comme les fantômes de toutes ces choses que nous n'étions pas encore prêts à nous dire. Plus tard dans la journée, il s'est aventuré du côté atelier du garage. J'étais en train de câbler un ampli sur mesure, sous la garniture du coffre d'une Mustang. Il s'est appuyé sur le comptoir, et m'a demandé si j'avais déjà pensé à embaucher quelqu'un. Je lui ai répondu, pas à moins qu'il puisse souder les yeux bandés, et régler les fréquences audio à l'oreille. Il a hoché la tête. Cool, cool, cool. Donc, pas moi. Je lui ai jeté un regard. Même pas en rêve. Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement cette fois. Je vérifiais juste. Je savais ce que cela signifiait. Je voyais déjà l'idée germer dans son esprit. Le moment où il évoquerait la possibilité de rester plus longtemps. Où il proposerait peut-être d'aider. Où il dirait qu'il pourrait apprendre les ficelles du métier. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je n'étais pas prêt à le laisser se glisser à nouveau dans ma vie, comme si de rien n'était. Ce soir-là, nous avons préparé des pâtes. Principalement parce que c'était la seule chose, qu'il se souvenait comment cuisiner sans utiliser une application de livraison. Pendant que l'eau bouillait, j'ai demandé, tu te souviens de ce Noël où tu as dit à grand-mère, que je finirais probablement par vendre des enjoliveurs sur le bord de la route? Il a grimacé. Ouais, tu avais 17 ans. Je trouvais ça drôle. Elle a pleuré. Il s'est tu. Je n'ai pas insisté. J'ai laissé cela planer entre nous, suspendu dans la vapeur au-dessus de la cuisinière. Finalement, il a dit, j'ai été un idiot. Tu le hais encore un peu. J'y travaille. Une autre pause. Puis il a levé les yeux, et a demandé, pourquoi m'as-tu laissé entrer? J'ai haussé les épaules. Peut-être. Raclement de gorge parce que le type qui s'est moqué de moi pendant une décennie, ressemblait à un livreur perdu à moitié congelé. Il a souri, mais le sourire s'est vite effacé. Je ne savais pas où aller d'autre, a-t-il répété. J'ai appelé quelques personnes. J'ai haussé un sourcil. Il a hésité, avant d'avouer qu'il avait appelé papa et maman à 2 reprises. Il n'avait pas répondu. Je n'étais pas choqué. J'ai juste attendu. Finalement, il m'a dit qu'il avait appelé Lise, son ex. Elle l'avait largué 1 an plus tôt, juste après qu'il ait perdu son emploi, lorsque l'éclat du prodige de la finance avait commencé à s'estomper, et que le véritable Evan avait commencé à transparaître. Elle a décroché, a-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle espérait que j'allais bien. Puis elle a raccroché. Aïe. Il a fixé son assiette, faisant tourner ses nouilles, comme si elles pouvaient former une bouée de sauvetage en les faisant tourner assez vite. Je n'ai pas donné de conseils. Je n'ai pas dit que les choses allaient s'arranger. Je lui ai juste dit, le lave-vaisselle est à gauche. Ne le surcharge pas, sinon il fait une crise. Cette nuit-là,
Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, incertain de ce que je ressentais. De la pitié, de la satisfaction, ou peut-être les deux. Mais une chose était claire, cela n'allait pas durer qu'un seul week-end. Evan n'avait pas seulement perdu son travail, il avait perdu son éclat, son identité. Et peut-être, juste peut-être, il commençait à voir qui j'étais devenu, pendant toutes ces années où il m'avait ignoré. Au bout de 3 jours d'exil inattendu chez moi, Evan a commencé à agir comme un invité qui avait oublié de partir. Il a demandé où je rangeais la cannelle. Il a affirmé qu'il avait toujours adoré mes mugs. Soudainement, il avait un avis sur mon tiroir à épices. Je n'ai rien dit pour l'instant. Je me suis dit que c'était comme un animal blessé, qui léchait sa fierté. Il avait besoin de temps, ou d'espace. Ou peut-être d'un manuel d'instruction sur la façon de se comporter comme un frère décent. Puis est arrivé le mercredi matin. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre, puis encore une autre. 12 vibrations rapides d'affilée. Comme un moniteur cardiaque pour les mauvaises décisions. J'ai vérifié l'écran. La conversation de groupe familial. Aventure européenne de la famille. Emoji de verre qui trinque. J'avais mis ce groupe en sourdine une décennie plus tôt, mais le simple fait de voir le nom me crispait encore la mâchoire. Je l'ai ouvert et j'ai fait défiler. Des photos. Des clichés pris sur le vif de nos parents en Italie. Maman prenant la pause près d'une fontaine en pierre. Papa tenant un spritz, et faisant semblant de l'apprécier. Une légende disait, la meilleure vue de Florence et aucun stress. Fille sous le soleil, sourire parfait. Une autre photo, de notre tante, taguait tout le monde, y compris Evan. La légende disait, il manque quelqu'un ici, avec un emoji clin d'œil. Mon nom n'était pas mentionné. Pas même comme une pensée après coup. Pas même un tu aurais aimé être là. Pas même un Jordan adorerait ça. Evan était à côté de moi, en train de faire défiler lui aussi. Il a froncé les sourcils. Ils n'ont pas répondu quand j'ai appelé, a-t-il dit, s'adressant surtout à lui-même. J'imagine qu'ils étaient trop occupés à profiter de leur spritz sans stress, ai-je marmonné. Il a fixé les photos. Je pensais qu'il s'en soucierait. Tu veux dire, maintenant que tu n'es plus l'enfant en or, avec une carte Amex en or? Il a grimacé. Je veux dire, ouais. Plus tard dans l'après-midi, il a fini par dire la chose à voix haute. Je ne pensais pas qu'il me mettrait de côté aussi vite. Je l'ai corrigé, tu ne pensais pas qu'il te mettrait de côté, tout court. Il n'a pas protesté. Il avait juste l'air tout petit. Pas pathétique. Juste dépouillé. Comme si on lui avait enlevé son costume, et qu'en dessous, il n'y avait plus de success story. Il y avait juste Evan. Mon frère. Celui avec qui je jouais aux jeux vidéo jusqu'à 2 heures du matin. Celui qui, en 6e, avait collé un mot frappe-moi sur mon sac à dos, et avait juré que c'était juste une expérience sociale. Ce soir-là, il a de nouveau aidé pour le dîner. Il n'a pas fait de blagues sur mes couteaux. Il n'a pas commenté mon frigo minimaliste. À la place, il a demandé, tu leur parles encore, parfois? J'ai fait une pause, et j'ai remué la sauce. Non. Pourquoi pas? J'ai éteint la cuisinière. Sais-tu combien de fois ils sont venus me rendre visite ici? Il a secoué la tête. 0. Il a baissé les yeux. Sais-tu combien de fois ils m'ont envoyé un texto, pour mon anniversaire, depuis que je suis parti? Un autre hochement de tête négatif. Une fois, ai-je répondu. Il y a 2 ans. Maman m'a envoyé un mème. Ça disait, joyeux anniversaire, vieux débris. Pas de prénom, pas d'appel, juste un mème. Il a cligné des yeux. Waouh. Ouais. Je ne l'ai pas dit pour le culpabiliser. Je l'ai dit, parce que je pouvais enfin le faire. L'atmosphère était différente maintenant. Moins étouffante. Pour une fois, je n'étais pas celui qui était assis à la table des enfants, dans la capacité d'attention de notre famille. Le lendemain matin, il a neigé à gros flocons. Evan a de nouveau proposé son aide pour déblayer l'allée, et je l'ai laissé faire. Non pas parce que j'avais besoin d'aide, mais parce que je pense qu'il avait besoin de se sentir utile. À mi-chemin, j'ai apporté du café dans des tasses isothermes. Il s'est assis sur les marches du Porsche, les joues rouges, les gants trempés, avec une expression fatiguée,
sirotant comme si c'était la meilleure chose qu'il ait goûté depuis des semaines. Puis, il a avoué, je ne sais pas qui je suis, sans leur approbation. J'ai haussé un sourcil. Il a continué. J'avais l'habitude d'appeler maman après chaque promotion, même pour les petites victoires. Et maintenant? Il a laissé sa phrase en suspens. Ils n'ont pas répondu, ai-je complété. Il a hoché la tête. J'ai l'impression qu'ils ne m'ont aimé que lorsque j'étais utile. Je n'ai rien dit, parce que cette phrase sonnait beaucoup trop juste, pour ma propre expérience. Il a tourné la tête vers moi. Est-ce que j'ai déjà été comme ça avec toi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pire. Il a tressailli. J'ai pris une gorgée de café. Mais tu es là. Il a eu un petit sourire en coin. Ce qui veut dire que je suis à court de plans de secours et d'espresso. Aussi. Ce soir-là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Evan avait changé mon nom de contact dans son téléphone. Avant, c'était Ebro. Maintenant, c'était Jordan. Juste mon prénom. Pas d'émoji, pas d'étiquette. D'une certaine façon, cela en disait plus que n'importe quel discours. Le problème avec le silence, c'est qu'il ne dure jamais longtemps, surtout dans ma famille. C'était le 4e jour depuis l'arrivée d'Evan. La tempête s'était presque dissipée. Bruno ronflait dans son coin, comme s'il avait finalement accepté qu'Evan n'était pas un cambrioleur. J'étais en train de rédiger la facture d'un client, lorsque j'ai entendu le téléphone d'Evan vibrer, 3 fois de suite et rapidement. Puis, il s'est figé. Je n'ai même pas levé les yeux, jusqu'à ce que je l'entende chuchoter, « C'est maman ». Cela a attiré mon attention. Il fixait l'écran, comme s'il allait le mordre. J'ai demandé, « Tu vas décrocher ?» Il a hésité. Et si c'est juste pour me parler des photos du mariage, et raccrocher? Il a soupiré, et a répondu. Il a dit qu'il allait bien. Il a commencé à dire où il était, puis il m'a jeté un coup d'œil, s'est levé, et est allé dans la cuisine. Bruno a ouvert un œil, comme s'il écoutait lui aussi. J'ai essayé de ne pas écouter. Vraiment. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de capter son ton. Doux, fuyant, défensif. Puis, je l'ai entendu clairement, non, je ne lui ai pas encore dit. Mes doigts se sont arrêtés sur le clavier. Me dire quoi, exactement? L'appel s'est terminé quelques minutes plus tard. Evan est revenu en essayant d'avoir l'air naturel. Comme s'il ne venait pas de parler à la femme qui m'avait à peine adressé la parole depuis une décennie. Il a marmonné, « Maman te dit bonjour. » J'ai haussé un sourcil, à moi, ou à son ancienne déduction fiscale. Il a esquissé un sourire, mais il n'a pas mordu à l'hameçon. Il s'est enfoncé dans le fauteuil en face de moi, berçant son téléphone comme s'il allait se briser sous le poids de la culpabilité. J'ai demandé, « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» Il s'est figé. C'est là que j'ai su que quelque chose clochait. Il n'a pas tout déballé tout de suite. Il a éludé. Il a dit qu'il était fatigué. Il a dit qu'il déblayerait encore la neige le lendemain. Il a même proposé d'aspirer enfin le coin à poil de Bruno. Au moment du dîner, j'ai arrêté de poser des questions. S'il ne voulait pas parler, je n'allais pas le supplier. Mais juste avant d'aller se coucher, il a frappé à la porte de mon bureau. J'ai levé les yeux. Il tenait un morceau de papier plié. J'ai demandé, « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu, « Mon dernier secret. » Son ton était plat. J'ai pris le papier, et je l'ai déplié. Puis je l'ai vu. C'était l'impression d'un email de notre père. L'objet était, besoin de parler de la situation de la villa. Le corps du texte était pire. Papa avait écrit à Evan que s'il restait chez moi, il devait me rappeler que techniquement, la villa avait été achetée avec le RAID. Si je lui causais des ennuis, il devait mentionner les documents du trust, car, je m'en souviendrai. Papa a ajouté que cela pourrait me faire reconsidérer ma façon de traiter ma famille. Ensuite, il a précisé qu'il devait parler d'ajouter le nom d'Evan sur les papiers, au cas où je filerais à l'anglaise. J'ai fixé la page. Puis j'ai regardé Evan. Tu étais au courant de ça. Il a secoué rapidement la tête. Non, non. Je ne l'ai su qu'après mon arrivée. Il l'a envoyé pendant que j'étais là. J'ai plissé les yeux. Pourquoi l'as-tu gardé? Parce que je ne voulais pas croire qu'il referait ce genre de conneries.
Et pourtant, nous y voilà. Il avait l'air sincèrement paniqué, maintenant. Jordan. Je n'ai pas répondu. Je te jure que je ne suis pas ici pour te prendre quoi que ce soit. Je suis juste ici. Il s'est affaissé sur le canapé. Il pense que je peux te manipuler, a-t-il marmonné. Comme si on était encore en 2007. Comme si j'avais encore assez d'importance pour te manipuler. Tu l'as eu, à une époque. Je sais. Le silence a envahi la pièce. Puis j'ai pris le papier, je l'ai plié soigneusement, je l'ai jeté dans la cheminée, et j'ai regardé les flammes le consumeur. Evan m'a regardé, les yeux écarquillés. Tu n'es pas en colère? Oh, je suis furieux, ai-je répondu calmement. Mais pas contre toi. Alors contre qui? Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je me suis levé. J'ai pris mon ordinateur portable, j'ai ouvert un dossier nommé Actes et Trust, et j'ai cliqué sur un fichier scanné. Ensuite, j'ai tourné l'écran vers lui. Là, souligné en gras, se trouvait la ligne qui comptait, cette propriété appartient exclusivement à Jordan Rie. Aucun privilège, aucun cosignataire, aucun bénéficiaire. J'ai dit, papa ne sait pas que j'ai refinancé mon prêt l'année dernière. J'ai remboursé l'hypothèque en totalité. J'ai fait retirer leur nom de tout ce qui a un jour touché à cette adresse. Evan a cligné des yeux. Tu ne leur as jamais dit? Non. Pourquoi? J'ai eu un faible sourire. Parce que je voulais voir ce qu'ils essaieraient de faire ensuite. Il s'est adossé, relâchant un souffle qu'il avait visiblement retenu toute la journée. Puis, doucement, il a dit, je ne crois pas que je pourrai retourner vers eux. J'ai hoché la tête. C'est ça le problème avec les piédestaux. Une fois que tu en tombes, ils n'ont pas de place pour toi en bas. 2 jours ont passé, depuis qu'Evan m'avait montré cet email. L'atmosphère est devenue étrangement paisible. Nous avons travaillé ensemble sur la préparation de la voiture d'un client. Il tenait les fils pendant que je soudais. Il n'a rien gâché. Au contraire, il a posé des questions comme s'il voulait vraiment apprendre. Il a même réussi à m'aider, sans se vanter une seule fois. C'était la version la plus étrange de mon frère que j'ai jamais rencontrée. Puis est arrivé le vendredi matin. Nous en étions à la moitié du recablage d'un subwoofer dans un coffre, quand mon téléphone a vibré avec un rappel de calendrier, course plus sac de sel. Il était 10 heures du matin. J'ai enfilé un manteau, j'ai dit à Evan que je serais de retour dans 1 heure, et j'ai pris la voiture pour aller en ville. À mon retour, il y avait une voiture de location dans mon allée. Debout sur mon porche, emmitouflé comme s'il faisait une séance photo pour un magazine sur des gens riches survivants à l'hiver, se trouvaient mes parents. Ma mère tenait une boîte Tupperware. Des lasagnes, peut-être. Mon père se tenait derrière elle, tel un choriste de la culpabilité. Je me suis garé lentement, et je suis sorti. Ils n'ont pas souri. Ils n'ont pas fait de signe de la main. Ils m'ont juste regardé, comme s'ils attendaient que je les remercie, pour être venus à l'improviste dans une maison dont ils avaient autrefois fait semblant de ne pas connaître l'existence. Je suis passé devant eux et j'ai ouvert la porte. Ils m'ont suivi à l'intérieur, sans demander la permission. Papa a marmonné, toujours pas très chaleureux. J'ai répondu, toujours pas très doué pour les textos. Ma mère a posé la boîte sur le comptoir, et a dit, nous avons pensé passer vous voir, pour prendre de vos nouvelles, les garçons. J'ai cligné des yeux. Vous êtes rentrés d'Italie en urgence, pour prendre de nos nouvelles? Elle m'a adressé un sourire crispé. Nous étions déjà en vol pour les États-Unis. C'est juste un détour. Traduction, ils avaient découvert que leur manigance avec le trust avait échoué. Evan est apparu dans le couloir, les yeux écarquillés. Il a dit, salut. Papa n'a même pas fait semblant de le saluer. Il est allé droit au but. Nous sommes ici, parce qu'il y a eu un malentendu. J'ai dit, oh, s'il vous plaît. C'est le moment où vous allez prétendre que cet email a été généré par une intelligence artificielle? Maman m'a coupé, ne sois pas dramatique. Vous avez littéralement essayé de vous approprier ma maison, comme si c'était un projet de groupe. Papa s'est raclé la gorge. Écoute, Jordan. Les familles s'entraident. Nous avons pensé que si Evan avait besoin d'un endroit, et que tu en avais un, c'était seulement juste. Juste. J'ai eu un petit rire. C'est qu'elle est. Vous voulez parler de justice?
Parlons de ma première année d'université, quand vous m'avez dit que les études n'étaient pas dans le budget. Et ce, 2 semaines avant d'acheter à Evan un nouveau SUV. Papa a rétorqué, ce SUV était d'occasion. Il avait encore les plaques du concessionnaire. Ma mère a levé la main. Nous ne sommes pas venus ici, pour remuer le passé. Bien sûr que non, ai-je répondu, parce que le passé ne vous sert plus à rien. Evan s'est avancé. Sa voix était calme, mais ferme. Je ne lui ai pas montré l'email pour créer des problèmes. Je le lui ai montré, parce que je ne voulais plus faire partie de tout ça. Maman s'est tournée vers lui, choquée. Tu prends parti pour lui? Il a répondu, je reste avec lui. Je ne le vole pas. Papa a réagi sèchement, tu penses que nous sommes des voleurs? Non, ai-je dit. Les voleurs, au moins, admettent qu'ils ont pris quelque chose. Le silence est tombé dans la pièce. Puis, maman a essayé une dernière fois. Jordan, nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours tes parents. Nous t'aimons toujours. Je l'ai regardé, et j'ai répondu, vous aimez la version de moi qui n'a jamais existé. Celle qui était silencieuse. Celle qui ne demandait jamais rien. Celle qui gardait votre image bien propre. Le visage de papa s'est tordu. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant, parce que tu as un garage de luxe, et une vue sur le lac? Non, ai-je dit calmement. Je pense que je suis plus en sécurité sans vous. Ils sont partis sans finir les lasagnes. Ils n'ont pas dit au revoir. Ils n'ont pas serré Evan dans leurs bras. Ils n'ont même pas fermé le portail devant la maison. Ils ont simplement fait marche arrière dans mon allée, comme si c'était la propriété de quelqu'un d'autre. Parce que ça l'était. Plus tard dans la soirée, Evan a frappé à ma porte. Il avait l'air nerveux et en sueur. J'ai reçu un appel, a-t-il dit. De maman? Non, d'un ami. Un ancien collègue. Il y a une start-up à Boulder, une fintech en phase de lancement. Ils ont besoin de quelqu'un pour des conseils. C'est un contrat à court terme. C'est toujours ça. Tu penses accepter? Il a hésité. Ça commence lundi. J'ai besoin d'un endroit où squatter en ville, le temps de m'organiser. J'ai hoché la tête. C'est de bonne guerre. Il m'a regardé une seconde, puis a ajouté, merci de ne pas m'avoir jeté dehors. De m'avoir laissé voir qui tu es vraiment. J'ai souri. Et qui est-ce? Il a eu un petit rire silencieux. Le seul adulte de la famille. Evan est parti un dimanche matin. Il n'y a pas eu de grands adieux, ni de discours. Juste 2 tasses de café noir, une caresse sur la tête de Bruno, et un dernier chemin déneigé, du garage jusqu'à la voiture. Il a fermé son sac de voyage, et m'a adressé un demi-sourire en coin. Ne laisse pas la carte de l'ampli surchauffer. Je lui ai tendu un paquet de barres de céréales, car je savais qu'il oublierait de s'acheter à manger, et je lui ai dit, ne te laisse pas dévorer tout cru par Boulder. Nous sommes restés là dans l'allée, 2 hommes adultes, qui s'étaient autrefois hurlés dessus pour savoir qui aurait la télécommande de la télévision. Il m'a regardé une dernière fois. Tu es sûr que tu es d'accord avec ça? Avec le fait que je parte? Avec tout le reste? J'ai pris une grande inspiration. Je ne sais pas si je pardonne tout, mais je crois que je suis convaincu que tu n'es plus ce gars-là. Il a hoché la tête lentement. Puis il est monté dans la vieille Subaru cabossée, qu'il avait empruntée à l'un de mes voisins, et s'est éloigné, les pneus crissant sur les dernières traces de l'hiver. Je n'ai pas eu de ses nouvelles pendant une semaine. Pas d'appel, pas de texto. Je me suis dit que ça voulait dire qu'il travaillait. Ou peut-être qu'il arrivait enfin à respirer par lui-même. Puis, un jeudi soir, mon téléphone a vibré. C'était Evan. Il a écrit que le client avait signé. Il avait décroché le contrat. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était le sien. Puis, un autre message est arrivé. Il avait réparé mon moulin à espresso avant de partir. Il faisait un bruit de cliquetis. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran pendant un moment, me demandant à quand remontait la dernière fois où je m'étais senti aussi serein. Puis, j'ai tapé 2 mots, t'assure. Et je le pensais. La semaine suivante, j'ai reçu une lettre. Une vraie enveloppe, du vrai papier. Sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, se trouvait un petit mot de ma mère.
Elle écrivait qu'ils étaient passés à la villa pendant mon absence, parce qu'ils voulaient parler. Elle écrivait qu'ils avaient maintenant compris, que les choses avaient changé. Elle a dit qu'ils n'interviendraient plus. Elle a admis que mon père croyait toujours que les choses auraient dû se passer différemment, mais qu'elle voyait bien que j'avais construit ma vie. Une vie qui n'avait pas besoin de leur approbation, ni de leur permission. Le mot se terminait par « Prends soin de toi, maman ». Pliée derrière la lettre, il y avait une photo. Elle était ancienne, l'une de celles que je n'avais pas vues depuis des années. Sur l'image, Evan et moi avions peut-être 6 et 8 ans. Nous étions couverts de terre, et nous tenions des petites voitures, devant le vieux garage de papa. Au dos, quelqu'un avait écrit « La seule fois où vous avez été d'accord sur quelque chose ». La bleue allait plus vite. Je suis resté longtemps avec cette photo. Car voici ce qu'on ne vous dit jamais, la vengeance fait du bien. Mais la paix, elle, se mérite. Elle ne se donne pas. Elle ne se mendie pas. Elle se gagne, à travers les nuits tardives, les matins froids, et le bruit de votre passé frappant à votre porte, pour finalement repartir meilleur qu'il n'était arrivé. Bruno a aboyé après quelque chose dehors. Je me suis approché de la fenêtre, et j'ai vu une camionnette de livraison. Un type en est descendu, tenant un presse-papier. J'ai ouvert la porte, et j'ai souri. Laissez-moi deviner, ai-je dit. Vous n'êtes pas mon frère, n'est-ce pas? Le livreur a cligné des yeux. Non, monsieur. Parfait, ai-je répondu en signant. Alors, tout va bien.